Lecture audio du conte La gardeuse d'oies à la fontaine de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois une petite grand-mère, vieille comme Mathusalem, qui vivait avec son troupeau d'oies dans une contrée isolée entourée de montagnes, et qui avait là une petite maison. Cette contrée solitaire était entourée d'une grande forêt, et tous les matins la vieille prenait sa canne, et, de son pas mal assuré, elle se dirigeait vers la forêt. Mais une fois là-bas, elle était bien affairée, bien plus que ce que son grand âge eût pu laisser imaginer. Elle ramassait de l'herbe pour ses oies, cueillait les fruits sauvages aussi haut que ses mains pouvaient les atteindre, puis elle rentrait chez elle en portant le tout sur son dos. On eût pu croire que ce lourd fardeau allait la faire tomber, mais elle le rapportait toujours chez elle sans encombre. Lorsqu'elle rencontrait quelqu'un, elle le saluait fort gentiment. « Bonjour, cher ami, il fait beau aujourd'hui. Vous vous demandez comment je fais pour traîner toute cette herbe, n'est-ce pas? Mais à chacun son fardeau. » Les gens n'aimaient pourtant pas croiser son chemin, et préféraient faire un détour, et quand un père de famille passait près d'elle avec son jeune fils, il disait tout bas à celui-ci: « Méfie-toi de cette vieille, elle a plus d'un tour dans son sac, c'est une sorcière. » Un matin, un beau jeune homme marchait à travers la forêt. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, une fraîche brise caressait les feuilles des arbres, et le jeune homme était gai et plein d'entrain. Il n'avait encore rencontré personne, quand il aperçut soudain la vieille sorcière, agenouillée par terre, en train de couper de l'herbe avec une faucille. Elle en avait déjà fourré une grande quantité dans son filet, et près d'elle se trouvaient encore 2 paniers remplis de pommes et de poires sauvages. « Mais, grand-mère, comment fais-tu pour emporter tout cela » demanda le jeune homme. « Je le porte, mon cher monsieur, » répondit-elle. « Les enfants des riches n'ont pas besoin de cela, mais chez les paysans, on dit ceci. Ne regarde pas derrière toi, car dans ton dos, une bosse tu as. »« Voulez-vous m'aider » demanda-t-elle, en le voyant s'arrêter à sa hauteur. « Votre dos est encore droit, et vos jambes sont jeunes, cela vous sera facile. Et puis ma maison n'est pas bien loin d'ici. Elle se trouve dans une lande derrière la montagne, là-bas. Vous serez là-haut en quelques bonds. » Le jeune homme avait pitié de la vieille et lui répondit: « Mon père a beau être un riche comte, et non un paysan, je veux bien prendre votre fardeau, pour vous montrer que les paysans ne sont pas les seuls à être capables de porter de lourdes charges. »« Si vous voulez essayer, j'en serai fort aise, » dit-elle. « Vous devrez certes marcher pendant une lieue, mais que cela peut-il vous faire? Tenez, il faut aussi prendre les pommes et les poires qui sont là-bas. » En entendant parler d'une lieue de route, le jeune comte eut bien quelques soupçons, mais la vieille ne le lâchait plus. Elle fixa le filet sur son dos et accrocha les 2 paniers à son bras. « Vous voyez, cela va tout seul, » dit-elle. « Non, cela ne va pas tout seul, » répondit le comte, le visage déformé par la douleur. « Ce ballot pèse aussi lourd que s'il était rempli de pavés, et les pommes et les poires pèsent autant que si elles étaient en plomb. C'est à peine si je peux respirer. » Il avait envie de tout reposer, mais la vieille ne le lui permit pas. « Voyez un peu, » s'écria-t-elle d'un air moqueur, « ce jeune homme ne veut pas porter ce que j'ai traîné jusque là-haut bien des fois, moi qui suis une vieille femme. Vous êtes beau parleur, mais quand les choses deviennent sérieuses, vous voulez décamper. Ne restez donc pas là à hésiter, » poursuivit-elle. « Allez, levez les pieds, personne ne vous déchargera de votre fardeau. » Tant que le jeune comte marchait sur le sol plat, c'était encore supportable. Mais quand ils parvinrent au pied de la montagne, et qu'ils commencèrent à la gravir, et que les pierres se mirent à rouler sous ses pieds et à dégringoler en bas de la montagne comme si elles étaient vivantes, ce fut au-dessus de ses forces. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, et, tantôt brûlantes, tantôt glacées, lui coulaient dans le dos. « Grand-mère, dit-il, je ne peux pas aller plus loin, j'aimerais me reposer un peu. »« Il n'y a pas de repos qui tienne, » répondit la vieille. « Vous pourrez vous reposer quand nous serons arrivés, mais pour l'instant il faut avancer. Qui sait à quoi cela peut vous être bon? »« Tu deviens insolente, ma vieille, » dit le comte en essayant de se débarrasser du filet. Mais ses efforts restèrent vains. Le filet était si solidement accroché à son corps qu'on eût dit qu'il y avait pris racine. Il se tortillait en tous sens sans parvenir à s'en défaire. La vieille riait en le regardant,
et, toute contente, sautillait de ci de là avec sa canne. « Ne vous fâchez pas, mon cher monsieur, mais vous êtes rouge comme un coq. Portez votre charge avec patience, et quand nous serons arrivés à la maison, vous verrez que je vous donnerai un bon pourboire. » Que pouvait-il bien faire? Il lui fallait se soumettre à son destin et marcher patiemment à petits pas derrière la vieille. Celle-ci, quant à elle, semblait devenir de plus en plus leste, tandis que le fardeau qu'il portait pesait de plus en plus lourd. Soudain, la vieille bondit sur le filet qu'il portait sur le dos et s'installa tout en haut. Bien qu'elle fût aussi maigre qu'un moineau, elle était plus lourde que la plus costaude des paysannes. Le jeune homme avait les genoux qui tremblaient, mais quand il n'avançait pas, la vieille lui fouettait les jambes avec une baguette et avec des orties. Il escalada la montagne en âneant sans cesse, et au moment même où il était sur le point de s'effondrer, il arriva devant la maison de la vieille. À la vue de la vieille, les oies levèrent leurs ailes en air, étendirent leur cou vers l'avant, coururent à sa rencontre et l'accueillirent en criant « Gaga, gaga !» dans sa direction. Derrière le troupeau marchait une rustaude d'un âge avancé, une baguette à la main. Elle était forte et de grande taille, mais aussi laide que les 7 péchés capitaux. « Mère, s'adressa-t-elle à la vieille, vous est-il arrivé quelque chose? Vous êtes restée dehors si longtemps. »« Dieu m'en garde, ma petite fille, lui répondit celle-ci. Il ne m'est pas arrivé malheur, bien au contraire. Le bon monsieur que voilà a porté mon fardeau. Pense donc, quand la fatigue m'a gagnée, il m'a prise sur son dos, en plus du reste. Et puis la route ne nous a pas semblé longue. Nous étions de bonne humeur, et nous n'avons pas cessé de plaisanter. » La vieille finit par se laisser glisser à terre, débarrassa le jeune homme du fardeau qu'il portait sur son dos et des paniers qu'il avait au bras, et le regarda d'un air bienveillant en disant « À présent, asseyez-vous sur le banc, près de la porte, et reposez-vous. Vous avez gagné honnêtement votre salaire, et vous l'aurez sans faute, croyez-moi. » Puis elle s'adressa à la gardeuse d'oie. « Quant à toi, ma petite fille, rentre à la maison. Il n'est pas convenable que tu restes seule avec un jeune monsieur. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, il pourrait tomber amoureux de toi. » Le comte ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Un trésor comme celui-là, fût-il plus jeune de 30 ans, ne saurait émouvoir mon cœur, se dit-il. Pendant ce temps-là, la vieille flattait et caressait ses oies comme elle l'eût fait avec des enfants. Puis elle entra dans la maison avec sa fille. Le jeune homme s'étendit sur le banc, sous un pommier sauvage. Il faisait bon et l'air était doux. Tout autour de lui s'étendait une prairie verdoyante parsemée de primes-verts et de 1000 autres fleurs. Au milieu coulait un clair ruisseau et le soleil scintillait sur l'eau. Les oies blanches se promenaient de ci de là et s'ébattaient dans l'eau. Ce lieu est tout à fait charmant, mais je suis si fatiguée que je ne puis garder les yeux ouverts. Je vais dormir un peu, pourvu qu'un coup de vent ne vienne pas emporter mes jambes, car elles sont aussi molles que du coton. » Quand il eut dormi un petit moment, la vieille revint et le secoua pour le réveiller. « Lève-toi, dit-elle, tu ne peux rester ici. J'étais bien dure avec toi, mais cela ne t'aura tout de même pas coûté la vie. Je vais maintenant te donner ton salaire. Comme tu n'as besoin ni d'argent ni de biens, je te donne autre chose. » Et sur ces mots, elle lui mit dans la main une petite boîte qui était sculptée dans une seule émeraude. « Garde-la précieusement, ajouta-t-elle, elle te portera bonheur. » Le comte bondit sur ses jambes, et sentant qu'il était de nouveau frais et dispos, et qu'il avait recouvré ses forces, il remercia la vieille pour son cadeau et se mit en route, sans se retourner ne serait-ce qu'une seule fois pour jeter un regard à la jolie fille de la vieille. Après avoir parcouru un bout de chemin, il entendait encore au loin le criaillement joyeux des oies. Le comte dut errer pendant 3 jours dans la forêt avant de parvenir à en sortir. Il arriva alors dans une grande ville, et comme personne ne le connaissait, on le conduisit au château royal, où le roi et la reine étaient assis sur leur trône. Le comte mit un genou à terre, sortit de sa poche la boîte d'émeraude et la posa aux pieds de la reine. Celle-ci lui ordonna de se relever, et il lui tendit la petite boîte. Mais à peine la reine eut-elle ouvert la boîte et jeté un coup d'œil à l'intérieur, qu'elle tomba comme si elle était morte. Les serviteurs du roi s'emparèrent du comte, et ils s'apprêtaient à l'emmener en prison lorsque la reine ouvrit les yeux et leur ordonna de le relâcher et de faire sortir tout le monde, car elle voulait s'entretenir avec lui en secret. Quand elle fut seule avec le comte, la reine se mit à pleurer amèrement et dit « À quoi bon la magnificence et les honneurs qui m'entourent?
Tous les matins je me réveille en proie aux soucis et aux chagrins. J'ai eu 3 filles, et la plus jeune d'entre elles était si belle que le monde entier voyait en elle une merveille. Elle était aussi blanche que la neige, aussi rouge qu'un pommier en fleurs, et ses cheveux étaient aussi brillants que les rayons du soleil. Quand elle pleurait, ce n'étaient pas des larmes, mais des perles et des pierres précieuses qui tombaient de ses yeux. Quand elle eut 15 ans, le roi fit venir ses 3 filles devant son trône. Vous auriez dû voir la mine des gens lorsque la plus jeune entra. C'était comme si le soleil était en train de se lever. Le roi dit « Mes filles, j'ignore quand mon dernier jour viendra. Je veux donc décider dès aujourd'hui ce que chacune d'entre vous aura à ma mort. Vous m'aimez toutes, mais c'est à celle d'entre vous qui m'aime le plus que doit revenir le meilleur. » Chacune des 3 filles assura qu'elle était celle qu'il aimait le plus. « Ne pourriez-vous pas me décrire comment vous m'aimez » leur répondit le roi. « Je saurai alors ce qu'il en est de vos sentiments. »« J'aime notre père comme le sucre le plus doux qui soit, » dit l'aîné. « J'aime notre père comme ma plus belle robe, » dit la deuxième. Quant à la cadette, elle ne disait mot. Son père lui demanda alors « Et toi, mon enfant préféré, comment m'aimes-tu » ? « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Je ne peux comparer mon amour pour vous à rien d'autre. » Le père insista cependant pour qu'elle choisisse quelque chose. Elle dit alors enfin « Sans sel, le meilleur mets qui soit n'est pas à mon goût. C'est pourquoi j'aime notre père comme le sel. » À ces mots, le roi se mit en colère et s'écria « Puisque tu m'aimes comme le sel, eh bien, que ton amour soit lui aussi récompensé par du sel. » Il partagea donc son royaume entre ses 2 filles aînées. Quant à la cadette, il fit attacher sur son dos un sac rempli de sel, et il la fit emmener par 2 serviteurs dans la forêt sauvage. Nous implorâmes et suppliâmes tous le roi, mais son courroux était tel que rien ne pouvait l'attendrir. Comme ma fille pleurait quand elle dut nous quitter, tout le chemin fut parsemé des perles qui tombèrent de ses yeux. Peu après, le roi regretta d'avoir été si dur, et il fit rechercher la pauvre enfant dans toute la forêt, mais personne ne put la trouver. Quand je pense que les bêtes sauvages l'ont dévorée, mon chagrin est tel que je ne sais que faire pour me ressaisir. Parfois je me console dans l'espoir qu'elle est encore en vie, et qu'elle s'est réfugiée dans quelque caverne, ou bien que des gens secourables l'auront prise sous leur protection. Alors imaginez un peu, quand j'ai ouvert votre petite boîte d'émeraude, la perle qui s'y trouvait était exactement semblable à celle qui tombait des yeux de ma fille. Vous comprenez maintenant à quel point sa vue a ému mon cœur. Mais vous devez me dire comment vous êtes entré en possession de cette perle. » Le comte lui raconta qu'il l'avait reçue de la vieille dans la forêt, qui lui avait paru étrange et qui devait être une sorcière. Quant à l'enfant de la reine, il n'avait rien vu ni entendu à son propos. Le roi et la reine décidèrent de retrouver cette vieille femme. Ils se disaient que là d'où venait cette perle, ils obtiendront certainement des nouvelles de leur fille. La vieille était assise dehors, dans la lande, près de son rouet, et filait. Il faisait déjà nuit, et une languette de bois qui brûlait en bas, près de l'âtre, donnait une faible lumière. Soudain, il y eut du bruit dehors. Les oies rentraient de la pâture et faisaient entendre leurs cris enroués. Peu après, la fille de la vieille entra à son tour. Pourtant, c'est à peine si la vieille la remercia. Elle ne fit que remuer doucement la tête. La fille s'assit près d'elle, prit son rouet, et se mit à tourner le fil avec l'adresse d'une jeune fille. Elles restèrent ainsi pendant 2 heures, sans échanger le moindre mot. Enfin, quelque chose frôla la fenêtre, et 2 yeux flamboyants regardèrent à l'intérieur de la pièce. C'était une vieille chouette qui cria 3 fois « Ouh, ouh !» La vieille leva les yeux un bref instant, puis elle dit « À présent, il est temps que tu sortes, ma petite fille. Va faire ton travail. » La fille de la vieille se leva et sortit de la maison. Mais où a-t-elle bien pu aller? Elle descendit à travers les prairies, toujours plus bas, vers la vallée. Elle arriva enfin à une fontaine près de laquelle poussaient 3 chênes vénérables. Entre-temps, la lune s'était levée, grande et ronde, au-dessus des montagnes, et il faisait si clair qu'on eût pu trouver une épingle tombée par terre. La fille enleva une peau qui recouvrait son visage, puis elle se pencha au-dessus de la fontaine et commença à se laver. Lorsqu'elle eut terminé, elle plongea aussi cette peau dans l'eau et la posa ensuite sur l'herbe pour que le clair de lune la sèche et la rende bien blanche. Mais comme la jeune fille était transformée, jamais vous n'avez rien vu de pareil. Quand sa tresse grise tomba,
des cheveux d'or apparurent qui l'enveloppèrent tout entière comme un manteau. On ne voyait plus que ses yeux qui scintillaient comme les étoiles du ciel, et ses joues illuminées d'un rose de la douceur des fleurs de pommier. Mais la belle jeune fille était triste. Elle s'assit par terre et se mit à pleurer amèrement. L'une après l'autre, des larmes jaillissaient de ses yeux et roulaient jusqu'au sol, entre ses longs cheveux. Elle resta assise ainsi, et elle le serait restée encore longtemps si elle n'avait entendu un craquement et un bruit léger dans les branches de l'arbre tout proche. Elle bondit comme une biche qui entend le coup de fusil du chasseur. La lune était justement masquée par un nuage sombre, et en un instant, la jeune fille se fut de nouveau glissée dans son ancienne peau, et elle disparut comme la lumière d'une bougie que le vent éteint. Elle courut vers la maison en tremblant comme une feuille. La vieille se tenait à la porte, et sa fille voulut lui raconter ce qui lui était arrivé. Mais la vieille eut un rire bienveillant et lui dit « Je sais déjà tout ». Elle la conduisit dans la pièce et alluma une nouvelle languette de bois. Mais au lieu de s'installer de nouveau à son rouet, elle prit son balai et se mit à balayer et à nettoyer la maison de fond en comble. « Tout doit être bien propre », dit-elle à la jeune fille. « Mais mère, pourquoi vous mettez-vous au travail à une heure aussi tardive ?» lui répondit la jeune fille. « Qu'avez-vous en tête ?»« Ne sais-tu donc pas quelle heure il est ?» lui demanda la vieille. « Il n'est pas encore minuit, » répondit la jeune fille, « mais 11 heures sont déjà passées. »« Ne te souviens-tu pas qu'aujourd'hui, cela fait exactement 3 ans que tu es arrivé chez moi? Ton temps est écoulé, et nous ne pouvons rester ensemble plus longtemps. » La jeune fille répondit effrayée. « Ah, ma chère mère, me repoussez-vous? Je n'ai ni amis ni patrie vers lesquels me tourner. J'ai fait tout ce que vous avez exigé de moi, et je vous ai toujours donné satisfaction. Ne me chassez pas. » La vieille ne voulait pas dire à la jeune fille ce qui l'attendait. « Je ne resterai plus longtemps ici, » lui dit-elle, « et si je pars, la maison tout entière doit être impeccable. C'est pourquoi tu ne dois pas me retenir dans mon travail. Quant au sort qui sera le tien, sois sans crainte. Tu trouveras un toit où habiter. Et le salaire que je te donnerai, il te satisfera également. Mais dites-moi juste une chose, qu'avez-vous l'intention de faire? Je te le répète, ne me dérange pas dans mon travail. Va dans ta chambre, ôte la peau qui recouvre ton visage, et mets la robe de soie que tu portais quand tu es arrivé chez moi. Ensuite, attends dans ta chambre, que je t'appelle. Mais il faut que je revienne au roi et à la reine, qui étaient partis avec le comte afin de se rendre dans la contrée solitaire, chez la vieille femme. Le comte s'était éloigné d'eux la nuit dans la forêt, et il dut poursuivre son chemin tout seul. Le lendemain, il eut le sentiment d'être sur la bonne route. Il continua de marcher jusqu'à ce qu'il fasse sombre. Puis il grimpa dans un arbre pour y passer la nuit, car il avait peur de s'égarer. Lorsque la lune éclaira les alentours, il aperçut une silhouette qui descendait de la montagne. Elle n'avait pas de baguette à la main, mais il reconnut cependant la gardeuse d'oie qu'il avait vue auparavant près de la maison de la vieille. « Tiens, tiens, s'écria-t-il, la voilà, et si je tiens l'une des 2 sorcières, l'autre ne m'échappera pas non plus. » Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il la vit s'approcher de la fontaine, enlever la peau qui recouvrait son visage et se laver, lorsqu'il vit ses cheveux d'or la recouvrir. C'était la plus belle personne qu'il n'ait jamais vue au monde. C'est à peine s'il osait respirer. Il tendait son cou aussi loin qu'il pouvait entre les branches, et il la dévorait des yeux. S'était-il trop penché en avant, ou bien y avait-il quelque autre raison à cela? La branche sur laquelle il se tenait craqua soudain, et au même instant la jeune fille remit sa peau et s'enfuit comme une biche. Et comme à ce moment-là la lune disparut derrière les nuages, la jeune fille fut dérobée à ses regards. Aussitôt qu'elle eut disparu, le comte redescendit de l'arbre et s'empressa de la suivre d'un pas alerte. Il n'avait pas encore marché longtemps lorsqu'il aperçut 2 silhouettes qui traversaient la prairie. C'étaient le roi et la reine. Ils avaient vu de loin la lumière qui provenait de la maison de la vieille, et avaient marché dans sa direction. Le comte leur raconta les choses fabuleuses qu'il avait vues près de la fontaine. Et ils ne doutèrent plus que c'était leur fille disparue. Ils poursuivirent leur route, pleins de joie, et arrivèrent bientôt près de la maisonnette. Les oies se trouvaient tout autour de celle-ci. Elles avaient mis la tête sous l'aile et dormaient, et pas une seule ne fit le moindre mouvement. Ils regardèrent par la fenêtre à l'intérieur de la maison et virent la vieille, qui était assise tranquillement en train de filer. Elle hochait la tête et ne regarda pas dans leur direction.
Il régnait dans la pièce une propreté impeccable, comme si des petits hommes des brumes vivaient là, qui n'ont pas de poussière sous leurs pieds. Mais ils ne virent pas la fille de la vieille. Ils observèrent tout cela pendant un moment, puis ils prirent leur courage à deux mains et frappèrent doucement au carreau. La vieille semblait les attendre. Elle se leva et les appela fort gentiment. « Entrez donc, je vous connais déjà. » Lorsqu'ils eurent pénétré dans la pièce, la vieille dit « Vous auriez pu vous éviter cette longue route si, il y a 3 ans, vous n'aviez pas répudié injustement votre enfant, qui est si bonne et si aimable. Cela ne lui a fait aucun mal, elle a gardé les oies pendant 3 ans. Elle n'y a rien appris de mauvais, et au contraire cela lui a permis de garder un cœur pur. Quant à vous, vous avez été suffisamment puni par l'angoisse dans laquelle vous avez vécu. » La vieille s'approcha ensuite de la porte de la chambre et appela « Sors, ma petite fille !» La porte de la chambre s'ouvrit alors, et la fille du roi en sortit, vêtue de sa robe de soie, avec ses cheveux d'or et ses yeux qui brillaient, et on eût dit un ange qui descendait du ciel. Elle s'approcha de son père et de sa mère, se jeta à leur cou et les embrassa. Il n'y avait rien à faire, tous se mirent à pleurer de joie. Le jeune comte se tenait près d'eux, et, en le voyant, la fille du roi rougit comme une pivoine, sans savoir elle-même pourquoi. Le roi dit « Ma chère enfant, j'ai déjà donné mon royaume, que puis-je te donner ?» « Elle n'a besoin de rien, dit la vieille. Je lui offre les larmes qu'elle a versées pour vous. Ce ne sont que des perles, bien plus belles que celles que l'on trouve dans la mer, et qui valent plus que votre royaume tout entier. Et en récompense de ses services, je lui donne ma maisonnette. » Après avoir prononcé ces mots, la vieille disparut. On entendit des petits craquements dans les murs, et quand ils regardèrent autour d'eux, la maisonnette s'était transformée en un somptueux palais où une table royale était dressée et où les serviteurs s'affairaient et couraient en tous sens. L'histoire continue, mais ma grand-mère, de qui je la tiens, avait la mémoire défaillante, et elle avait oublié la suite. Je continue à croire que la belle-fille du roi a épousé le comte, et qu'ils sont restés ensemble dans le château aussi longtemps que Dieu le voulut. Quant à savoir si les oies blanches que l'on gardait près de la maison étaient toutes des jeunes filles, que personne ne le prenne mal, que la vieille avait recueillies, si elles ont retrouvé alors leur forme humaine, et si elles sont restées au service de la jeune reine, je ne le sais pas exactement, mais je le suppose cependant. Une chose est sûre, la vieille n'était pas une sorcière, comme le croyaient les gens, mais une femme sage qui était bonne. C'est sans doute elle aussi qui avait offert à la fille du roi, au moment de sa naissance, le don de pleurer des perles et non des larmes. De nos jours, cela n'arrive plus, sinon les pauvres auraient au fait de devenir riches. Fin de la lecture du conte La gardeuse d'oies à la fontaine. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.